Bonjour à tous, évidemment nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau panorama de l'actualité qui débute avec les activités du vice-président de la République. Timoko Kone est aux États-Unis depuis samedi, vous le savez. Il a entamé les rencontres avec les hautes autorités des institutions de Bretton Woods. Selon dit qu'il a échangé avec le directeur de la Banque mondiale et celui de la Société financière internationale, SFI. Michel Digré, envoyé spécial. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire au siège de la Banque mondiale à Washington. En face de la délégation ivoirienne, quelques responsables de la banque, par visioconférence, le directeur général de l'institution a tenu à participer aux échanges pour montrer son attachement à la Côte d'Ivoire, mais surtout traduire l'intérêt que porte la Banque mondiale au pays. Nous espérons que la Côte d'Ivoire peut continuer son leadership en Afrique et en particulier en Afrique de l'Ouest. Et nous espérons comment on peut vraiment avancer, qu'on peut ensemble identifier un certain nombre de projets qui peuvent être transformatifs pour votre pays. La Banque mondiale entend accorder sur les 3 années à venir des crédits et des dons aux pays africains à hauteur de 65 milliards de dollars. Son directeur général souhaite que la Côte d'Ivoire bénéficie pleinement de ces financements. Après cette séance de travail, le vice-président a rencontré le directeur général de la Société financière internationale qui a annoncé que la SFI va intensifier ses interventions en Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs. Dans les secteurs, bien sûr, la Côte d'Ivoire a un avantage comparatif, l'agriculture, mais également le secteur manufacturier, la petite entreprise, la PME. Nous avons discuté d'augmenter nos investissements dans le secteur de l'agriculture agricole. Nous avons parlé d'augmenter nos investissements dans le secteur du logement. Nous avons parlé d'une augmentation de nos investissements dans le secteur manufacturier pour pouvoir créer justement cette chaîne d'entreprises, de petites et moyennes entreprises qui sont créateurs d'emplois. Le vice-président a indiqué clairement que la priorité du gouvernement ivoirien était la création d'emplois, la résilience de l'économie et surtout de s'assurer que malgré cette crise, on continue à avoir une trajectoire de croissance en Côte d'Ivoire au niveau qui est celui désiré par les populations et par le gouvernement ivoirien. À ce jour, les engagements de la SFI en Côte d'Ivoire s'élèvent à 1 milliard de dollars. La délégation conduite par le vice-président aura également une séance de travail avec la directrice générale du Fonds monétaire international. 75 milliards de francs CFA, c'est le montant qu'il faut mettre sur la table pour éliminer la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire d'ici à 2030. La première dame, Dominique Ouattara, a présidé ce mardi l'ouverture des travaux de la conférence Sud-Sud sur le sujet. Ces assises mobilisent 16 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre autour d'un dialogue de haut niveau. Mama Traoré. Elle se décrit comme une perforation grave des organes génitaux. La fistule obstétricale survient généralement lors de l'accouchement. Environ 2 millions de femmes en souffrent à travers le monde, dont plus de la moitié en Afrique. Les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre n'y échappent pas, d'où ce dialogue de haut niveau tenu ce mardi à Abidjan à l'initiative du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, en vue de mutualiser les efforts face à cet ennemi commun. L'initiative est soutenue par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Nous pouvons et nous devons l'éliminer pour renforcer et restaurer la dignité des millions de femmes, les insérer dans la société pour qu'elles réussissent à retrouver leur dignité et tous les droits dont elles devraient jouir. 16 pays prennent part à ces travaux. Tous ambitionnent d'éliminer la fistule obstétricale en 2030 avec une stratégie intégrant prévention, prise en charge chirurgicale, implication des communautés et réinsertion socio-économique des femmes guéries. La Côte d'Ivoire, elle, connaît des progrès notables dans cette lutte. Le taux de prévalence pour les femmes en âge de procréer est passé de 2,5% en 2012 à 1% en 2021. Reste le défi d'investir environ 75 milliards de francs CFA pour éradiquer cette pathologie. Je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un appel solennel à nos partenaires techniques et financiers pour un accompagnement permanent dans la mise en œuvre d'une stratégie ambitieuse pour définitivement éliminer la fistule de Côte d'Ivoire
et des différents pays à l'horizon 2030. Cet appel est appuyé par la première dame Dominique Ouattara, elle qui milite depuis des décennies pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Chers participants, je voudrais vous exhorter, durant vos travaux, à maintenir la dynamique du partenariat, source de richesse et d'efficacité, qui a permis à nos professeurs et médecins provenant des pays frères d'Afrique et de Côte d'Ivoire d'opérer 180 cas de fistules complexes, dans le cadre de la caravane opératoire conjointe avec les experts de la sous-région. Nous gagnerons également à tirer parti de cette conférence d'Abidjan à 2 niveaux. En premier lieu, en explorant des approches de prévention et de prise en charge dans le cadre d'un partenariat élargi et coordonné entre pays africains. En second lieu, en tissant une collaboration fructueuse avec les pays occidentaux qui ont l'avantage d'avoir maîtrisé la fistule obstétricale. Je voudrais à présent m'adresser tout particulièrement à mes sœurs et à mes filles souffrant de cette maladie. Je voudrais vous dire que vous n'êtes pas seuls. Les traitements et les prises en charge mis à votre disposition par le gouvernement et ses partenaires sont efficaces et gratuits. Je vous encourage à fréquenter les hôpitaux et les centres de santé pour être soignés et ainsi retrouver une vie normale. Au titre des efforts engagés par le gouvernement, il est à noter que 3500 victimes ont déjà bénéficié d'interventions chirurgicales gratuites pour être guéries de la fistule obstétricale. Séance plénière à l'Assemblée nationale. Un seul point à l'ordre du jour. Examen et adoption du calendrier des travaux parlementaires. Sur la période définie, 36 projets de loi seront examinés. Suleiman Denisongou, Abou Sanogo nous en parle. Réunis en séance plénière, les députés ont approuvé la proposition de l'ordre du jour des travaux parlementaires pour la période allant du lundi 12 septembre au jeudi 29 décembre 2022. Présidée par Adama Bictogo, président de l'institution, cette séance a été l'occasion d'apporter une série d'informations aux élus du peuple, suite à sa rencontre avec quelques représentants du groupe parlementaire. Pour le renforcement de notre cohésion au sein de notre institution, qu'il était donc bon que l'UDPCI rentre donc dans le bureau. Ceci a eu l'adhésion de tous les groupes parlementaires. Je suis l'invité de la présidente de l'Assemblée nationale de France et je suis aussi l'invité du président du Sénat français. Et ces audiences auront lieu donc les 21 et 22 septembre. La reprise des travaux des groupes parlementaires démarre ce mardi 13 septembre. 36 projets de loi se trouvent sur le bureau de l'Assemblée nationale. Sur ces 36 projets de loi, 27 sont programmés, en plus des textes budgétaires inscrits en blanc pour être examinés sur la période indiquée. Au terme des échanges, le calendrier des travaux parlementaires pour la période allant du lundi 12 septembre au jeudi 29 décembre 2022 a été adopté à l'unanimité des députés présents. On a fait une pause et nous reprenons. Et nous avons 6 projets de loi. Je pense que les députés sont invités à revenir avec des thèses, avec des propositions, des amendements certainement, pour le bonheur des Ivoiriens. Les projets de loi arrivent régulièrement et nous les examinons avec beaucoup de bienveillance. Ceux qui sont pertinents et qui ne posent aucun problème devraient passer. Et ceux que nous jugerons pas tout à fait à point, nous ferons les propositions d'amendement, d'amélioration. Le calendrier des travaux parlementaires prévoit pour la période définie l'examen de 36 projets de loi ainsi que plusieurs séances d'information. Ça y est, c'est fait. La rentrée scolaire a débuté effectivement le 12 septembre dernier. Nos reporters se sont rendus en zone rurale pour constater de visu l'ouverture des classes. Voici donc l'ambiance du premier jour de la rentrée dans la sous-préfecture d'Étioboué. Devisoyo, Serge Coléa. Premier jour de classe à Étioboué, sous-préfecture du département d'Adiaké. Les tenues scolaires font honneur. Charlotte prépare son fils Uriel, 5 ans. C'est son premier jour, c'est maintenant il va au CP. Donc je l'accompagne avec mes nièces à l'école. Le petit Uriel fait ses grands débuts à l'école primaire publique d'Étioboué A. Aux côtés de sa mère, il est présenté au directeur. Pour les petits élèves de CP1, il faut dire que depuis nous attendons, nous accueillons au portail, nous accompagnons dans les classes et nous leur montrons les tablettes place en classe. Et donc nous leur disons que l'école c'est comme à la maison,
que nous sommes là pour les accompagner. Il est 7h30 ce lundi, l'engouement n'est pas encore au rendez-vous. C'est toujours comme ça pour les premiers jours de classe. La rentrée, elle se fait, mais timidement. Jusqu'en fin de semaine, je crois que tous les élèves seront présents en classe. À l'EPP Etioboué B, les écoliers sont plutôt occupés au toilettage de l'établissement. Etioboué abrite un collège de proximité avec une capacité d'accueil de plus de 500 élèves. Ici, les cours sont effectifs. Tout au long de votre année scolaire. Vous avez compris? 10 heures, c'est le moment choisi par le sous-préfet de Etioboué pour visiter les salles. Adolphe Guy est accompagné du principal et du chef de village. Chaque année, nous venons régulièrement leur parler, nous venons régulièrement leur dire ce qu'il y a à faire pour être meilleur demain. Someone read the sentence. Kofi, Kofi, Dans la classe de 4e, l'enseignant Marcelin dispense son cours d'anglais. Ce matin, on commence la révision, on a mis temps 6. Temps 6, ce sont les temps. Bon, comme il y a plusieurs types de temps, on va commencer avec les temps présents. Donc après le temps présent, on va voir les temps passés et si possible le futur et le conditionnel. On va prendre peut-être 1 semaine ou 2 semaines de révision et à la 3e semaine, on va commencer avec le programme proprement dit. Le cours est animé. Sarah et ses camarades sont heureux de retrouver cet environnement. Ça m'a manqué. Je n'ai pas venu à l'école pendant 3 mois. C'était beaucoup. L'école me fait du bien. Quand je suis en vacances, je me sens un peu triste parce que l'école me manque. À Etioboué, l'école a bel et bien démarré. Les enseignants sont à leur poste. L'ambiance des jours de classe est également au rendez-vous. On reste à l'intérieur du pays. Le district autonome du Bas-Sassandra se donne les moyens pour amorcer son développement. Plusieurs projets dont les études de faisabilité bouclées sont annoncées. En attendant leur réalisation, des données doivent être collectées sur le terrain. Le lancement de la collecte a eu lieu en présence des autorités de la région. C'est ce que nous apprend Sam Conan. Le district autonome du Bas-Sassandra se prépare pour lancer 10 grands projets de développement. Après les études de faisabilité, la collecte des données vient d'être lancée à l'hôtel du district, en présence du corps préfectoral, des élus et cadres, des chefs traditionnels et de la population. Le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, est en charge de cette opération. La séance d'aujourd'hui était pour nous l'occasion de jeter les bases qui vont nous permettre de recueillir toutes les données nécessaires sur le territoire du district en vue de l'actualiser, ce plan stratégique, et en même temps de sillonner ce territoire-là et en faire un film institutionnel qui donne les atouts touristiques, économiques de la région du district du Bas-Sassandra. Pour le ministre-gouverneur Philippe Ligré, il faut tout mettre en œuvre pour un plan stratégique de développement plus harmonieux. Je puis dire aujourd'hui que les 10 études de faisabilité des grands projets sont en finalisation. Celles qui sont là, c'est comme je dis, le plan de développement, le schéma directeur, le livre blanc et puis les monographies, toutes ces études de base du développement, eh bien, c'est aujourd'hui le démarrage de la collecte des données. On ne peut démarrer cette collecte-là sans que les autorités, tous les composants de la société ne soient briefés, ne soient informés pour conduire à bonne fin ces études-là. Après la collecte des données, des séances de travail vont avoir lieu dans les mois à venir à travers les 3 régions qui composent le district afin de faire par la suite la synthèse et élaborer un livre blanc du district autonome du Bas-Sassandra. Dans le reste de l'actualité, 5 jours après sa mort, le cercueil de la défunte reine Elisabeth II est arrivé au palais de Buckingham à Londres. Ce mercredi, il sera à Westminster Hall où des milliers de Britanniques pourront se recueillir jusqu'au 19 septembre prochain, jour des funérailles. Merci de votre attention, excellente journée à vous. Paix dans vos foyers.